Le cinéma, c'est comme un tour de magie. Des tours de passe-passe à la fois techniques et artistiques dans lesquels on tente de faire sortir le spectateur de sa réalité et parfois même de le faire rentrer dans une autre. Voilà ta carte, regarde bien attentivement. Et face à ces tours de magie, chacun sa réaction. Certains se contentent de savourer le moment et de se laisser duper, d'autres vont refuser de se laisser avoir et tenter à tout prix de faire foirer le tour, et d'autres enfin vont demander encore et encore comment il fait. Et ta carte se trouve juste là. Alors ? C'est fou ce que j'en ai rien à foutre. Et si on se souvient tous de cette règle stupide qui dit qu'un magicien ne doit jamais révéler son tour, je suis heureux de vous dire que dans le cinéma, encore plus que dans la magie, cette règle, on n'en a plus rien à foutre. En magie, on a ça, et dans le cinéma, on a ça. Déjà pour commencer, un making-of c'est une mine d'or de savoir. À la fois journal de bord et documentaire d'une production, ça te permet de découvrir tous les secrets et astuces de génie utilisés. Et je dis volontairement production et pas film parce que des making-of, t'en as dans tous les domaines, que ce soit le cinéma, les jeux vidéo, la musique ou même les gros projets et vidéos de youtubeurs. Alors certes, ça brise un peu la magie du truc, c'est comme révéler un tour de magie. Après ça, le tour n'a plus la même saveur. Mais moi je trouve ça vraiment passionnant. Vous ne vous êtes jamais demandé devant un film, un jeu vidéo, une musique, bref, ce que tu veux, Comment ce mec vole sur un balai? Comment ces personnages sont aussi réalistes? Comment ils ont fait ces effets spéciaux? Comment ils ont fait ces costumes? Comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait ça? Eh ben le making of répond à tout ça. Et si tu ne te demandes jamais comment, tu pourras toujours balancer plein d'anecdotes pourries et inutiles à tous tes amis. Je fais ça tout le temps et à chaque fois les gens me répondent de manière aussi passionnée. Ta gueule. Bah tiens, puisqu'on est sur les anecdotes... Voici l'anecdote utile et cocasse. Dans Star Wars, Ewan McGregor, il imitait le bruit des sabres laser. C'est-à-dire qu'il faisait des... Tiou. Tiou, tiou, tiou. Tiou. Vroom. C'était l'anecdote utile et cocasse. Et si, comme moi, tu te poses la question comment, le making-of répond à ta question et tu seras surpris de l'ingéniosité ou de la simplicité de cette réponse. Si on prend un exemple comme ça au hasard... Dans le film, les hobbits sont joués par des acteurs aux tailles normales. Et pour les faire paraître plus petits, l'équipe du film a utilisé diverses astuces. On a bien sûr les fonds bleus, les doublures, mais mon petit chouchou à moi, ce sont les effets d'optique. Regarde bien ce plan. En vrai, la moitié de la charrette sur laquelle se tient Frodon se trouve au fond de la dite charrette, ce qui donne l'impression que Frodon est plus petit que Gandalf. Mais la caméra est positionnée de manière à ce que tu ne vois pas la supercherie. Comme dans un vrai tour de magie. Et c'est encore plus simple sur ce plan. En fait, Frodon n'est juste pas devant Gandalf, mais sur la gauche de ce dernier, tandis que notre magicien, lui, se tient plus proche de la caméra. En fait, c'est très simple. Là, mes doigts font la même taille, et là, il y en a un plus grand que l'autre. Et avec ça, tu fais un hobbit. Bref, dans le cinéma, tout est important. Chaque détail compte. Et au-delà d'apprendre de simples anecdotes, tu apprends aussi des leçons de débrouille. Car, comme dit le joueur du grenier dans le making-of de sa vidéo sur les RPG, dans les tournages, la qualité numéro 1, c'est la débrouille. Et je trouve que ce genre d'anecdotes peuvent remettre en valeur un film. Prenons par exemple les décors. Personnellement, quand je vois l'ampleur de certains décors de films, ça force le respect. Et ça vaut peut-être le coup parfois de comparer avec d'autres films. Pour faire Edoras, on a reconstruit entièrement le château. Ça nous a pris 8 mois de construction pour à peine quelques semaines de tournage. Pour l'école de Poudlard, on a tourné en partie à l'université d'Oxford, notamment la scène du réfectoire qui est devenue culte grâce à son décor authentique. Bah, on a mis du verre. La comté a été entièrement refaite, ça nous a pris 1 an de pré-production pour donner à ce lieu un aspect ancien. Là on a mis du vert, là on a mis du vert, là on a mis du bleu, là on a mis du vert. On devait faire une scène dans le forum romain. Du coup on a reconstruit le forum. Ah oui, là on n'a pas mis qu'un fond vert, j'ai mis des petits cailloux devant. C'est ma petite technique personnelle. Que ça soit les décors, les accessoires ou même le jeu d'acteur, le fait de savoir comment ils ont été réalisés, parfois ça force le respect vis-à-vis de certaines productions. Et j'en veux pour preuve la trilogie des Hobbits. Mais tu veux pas un peu changer de registre, non? Un coup c'est le Seigneur des Anneaux, un coup c'est le Hobbit et gna gna gna. Jonas, surtout ne me prenez pas pour un fanboy de pacotille. La trilogie du Hobbit est considérée par beaucoup comme une trilogie relativement moyenne, voire même mauvaise. Et c'est totalement compréhensible. Sauf que moi, en terre du milieu, je ne suis pas objectif. Donc j'ai adoré les films. Et puis avec le temps, en écoutant plein d'avis différents, j'ai été obligé de constater que oui, ces films ont des énormes défauts.
3 films pour un seul bouquin, des personnages rajoutés comme Legolas qui, il sert à rien quoi. Les effets spéciaux aussi peu réalistes comparés à ceux du Seigneur des Anneaux qui, eux, n'ont même pas vieilli. Enfin, presque. Non, parce que... La vieillesse, elle est là, tu la vois. La belle incrustation là. Voilà. Bref, ces films, il y a des tas de reproches à leur faire et j'ai mis beaucoup de temps à devenir un peu plus objectif là-dessus et à admettre que oui, ces films, ils sont pas très bons. Puis j'ai vu les making-of. Au revoir. Le making-of fait ressortir des qualités du film, et une de ces qualités qui m'a refait adorer les films, c'est Smaug. Ce dragon au centre du récit n'apparaît que très peu de temps dans cette trilogie. En fait, il n'est que évoqué dans le premier film, il finit les 40 dernières minutes du 2, et comme dans le 3 il reste plus que 4 pages à raconter, il meurt au bout de 10 minutes. Maintenant, dans le making-of, on y trouve le processus de création de Smaug qui va de son design à la performance de son acteur. Et d'ailleurs, à ce sujet... C'est l'anecdote utile et cocasse. Smaug est joué par Benedict Cumberbatch qui a été remarqué lors de son audition par ses petites mimiques de visage. En effet, il était tellement à fond dans le rôle qu'il bougeait les yeux et le cou à la manière d'un vrai dragon. Ce qui lui a bien servi pour la motion capture. Monsieur Cumberbatch, si vous regardez cette vidéo, sachez que les récits et les chansons minimisent grandement votre énorme classe. Do you think flattery will keep you alive? C'était l'anecdote utile et cocasse. Au début de ce processus de création, il s'est écoulé plusieurs mois pendant lesquels Peter Jackson et toute une équipe ont travaillé sur la création de Smaug pour se mettre d'accord sur ce à quoi il ressemblerait. On peut d'ailleurs voir différentes propositions de dessin, et d'ailleurs dans cette équipe on retrouve John Howe, souvenez-vous, designer conceptuel sur les 3 Seigneurs des Anneaux. Et ça c'est que le début. Une fois que tout le monde a une idée précise de ce à quoi Smaug ressemblera, il faut maintenant le créer. Chaque écaille du dragon a été dessinée puis modélisée en 3D. Et la modélisation complète du dragon se compte en millions de pixels. Et une fois le dragon entièrement créé, il faut passer à son animation qui a été calquée sur les gestes de son acteur. Donc, les mimiques, elles ont été reproduites sur le dragon. Alors une fois que tu as vu ça, tu peux plus dire « Il est moche !» Qu'on soit bien d'accord, je suis toujours d'accord sur le fait que cette trilogie comporte de gros défauts. Mais si ces défauts se reflètent tels des grosses taches à l'écran visibles dès le premier visionnage, le making-of lui fait ressortir des qualités non négligeables. Et moi ça me fait encore plus apprécier les films quand je les revois. Voir que le film, ou la production, comporte un travail acharné, ça enrichit le film. Mais ça peut aller encore plus loin. Alors, je vais m'adresser aux fans d'Harry Potter. Franchement, votre méchant, il est pourri, il est pas foutu capable d'attaquer un collège, mais foutez-vous de ma gueule. Plus sérieusement, Harry Potter et les reliques de la mort signent la fin d'une histoire qui a duré 10 ans. En fait non. En fait, non. En réalité, c'est la fin de 2 histoires. Celle des films et celle de la production. Parce que tu te doutes bien que quand tu passes 10 ans sur un tel projet, à la fin, tu n'es plus le même, que ce soit les acteurs ou la production. Et l'émotion que dégage le making-of à ce moment-là, c'est sûr que t'es plus sur une télé-réalité d'M6 ou W9, hein. Les témoignages, la conclusion de l'aventure qu'a été le film pour toutes ces personnes, et les derniers instants de tournage, pour les 3 acteurs qui n'étaient encore que des enfants lorsque la saga a commencé, cette aventure fait partie intégrante de leur vie. Mais cette aventure n'est pas le résultat qu'on a tous vu en salle, c'est bien tout ce qui s'est passé sur le tournage. Voir un projet aussi grand, aussi important et aussi riche qui prend fin, c'est à la fois bouleversant et symbolique, et c'est à ce moment-là que tu comprends que le making-of te raconte une véritable histoire. Et la seule raison pour laquelle je ne vous parle pas des derniers jours de tournage du Seigneur des Anneaux, c'est parce que si je le fais, je vais pleurer comme une merde. Mais si je peux recommander un autre type de making-of, ce sont bien sûr tous ceux que vous pouvez retrouver sur YouTube, que ce soit les vidéos du Jour du Grenier, les courts-métrages de Cyprien ou d'Akimomiri, les clips. Vous découvrirez qu'une vidéo qui peut sembler très simple à première vue demande en réalité beaucoup plus de travail que vous ne le pensez. Bref, en conclusion, que ce soit pour apprendre le cinéma, pour vous faire un avis plus renseigné, ou tout simplement pour passer un bon moment après avoir vu un film que vous avez apprécié, regardez des making-of les gens. Le making-of, c'est une œuvre d'art, au même titre que n'importe quel documentaire. Ça demande une réalisation, et comme dans toute œuvre, chaque détail compte. Et si certains films comme dans L'Ombre de Marie ou bientôt Bohemian Rhapsody mettent en scène des making-of et transmettent l'émotion que la création peut susciter, ils ne pourront jamais faire ce qu'un making-of d'un film que tu as aimé te fera faire, à savoir un voyage de l'autre côté de l'écran, un voyage de l'autre côté de la magie.